Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes, j'ai l'impression. Merci d'avoir répondu présent pour ce deuxième webinaire Katae de l'année. On en avait déjà fait un sur la biodiversité un peu plus tôt dans l'année. Et aujourd'hui, on va on va avoir deux témoignages qui portent sur des thématiques de capitalisation, donc au sein de groupes de progrès. Et l'idée, là, on les a regroupés sur la thématique de comment organiser des événements pour capitaliser les travaux de groupe en transition agroécologique. Alors nous, Laurence et moi aux manettes aujourd'hui, on fait partie de la CATAE. Alors qu'est-ce que c'est que la CATAE? C'est la coopération pour l'appui à la transition agroécologique. Donc on est différents acteurs qui soutiennent justement tous les travaux de collectifs principalement sur des actions agroécologiques. Donc là, vous avez une petite photo de nous et on a différentes actions, différents axes de travail même, qui sont juste sur la diapo d'après. Donc on a une première partie qui est vraiment sur le travail de la communauté d'acteurs. Donc c'est nous, structures différentes, comment on arrive à interagir et à monter des projets collectifs pour vous, plus le terrain derrière. Un autre axe sur le métier et finalement comment, en tant qu'animateur de collectif, on arrive à accompagner au changement. Donc ça, c'est notre partie plus à Laurence et à moi pour vraiment travailler sur le métier d'animateur et d'animatrice. Laurence, si tu lis tes mails en même temps, on va avoir du mal. Il faut que tu me laisses sur grand écran, s'il te plaît. C'est juste que sinon, les gens, il faut que je les accepte pour entrer dans la Ah oui, vision. d'accord. Ouais, ça marche. Une partie sur la biodiversité, où là, c'est vraiment la thématique technique. On travaille aussi à comment on fait comprendre et sensibiliser tous ces acteurs de collectif à cette thématique-là. Et ensuite, inspirer les futurs professionnels. Donc là, c'est beaucoup plus de liens avec de l'enseignement. Donc ça, c'est nos trois grands axes. Et aujourd'hui, on se place dans le deuxième, donc métier accompagné au changement. Et donc, dans cette action vraiment d'accompagnement au métier, on a deux thématiques phares. Une première qui sont les journées métiers annuelles auxquelles vous avez peut-être déjà participé, qu'on en a fait une en 2024 sur vraiment la thématique accompagner au changement, quels sont les mécanismes, et une cette année en septembre, donc sur le travail, comment réussir à parler travail en collectif. Donc ça, c'est vraiment un rendez-vous annuel pour faire du lien entre vous, animateurs et animatrices de collectif. Et ensuite, ce qu'on essaye de développer, là, c'est ce cycle de webinaires sur la capitalisation, où là, on est plus sur du retour et du partage d'expérience. Donc, on en a fait un en juin, comme je vous le disais juste avant, sur la biodiversité, comment accompagner son collectif sur la thématique de biodiversité. On vous en propose un aujourd'hui sur comment organiser des événements pour capitaliser sur les travaux des groupes en transition agroécologique. Et il y en aura un autre qui arrivera en mars sur où on vous montrera finalement comment réussir à diffuser de la base, donc en interne de sa structure, jusqu'à avoir une idée originale. Là, c'est l'exemple de l'expo photo pour réussir à toucher le plus grand nombre. Et l'idée, si ce format-là vous plaît, vous nous direz ça à la fin aussi, c'est de réussir à essayer de pérenniser ça et avoir d'autres idées où à chaque fois on pourra avoir deux interventions par webinaire pour vraiment avoir du partage d'expérience. Donc, du coup, aujourd'hui, on a deux retours d'expérience d'environ une quinzaine de minutes de Marine Cinquin de la Coperle, qui va nous parler de l'organisation d'une ferme ouverte chez un adhérent de la coopérative Coperle, en l'occurrence. Et on a aussi Isabelle Paillet de la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui va nous parler de ce qu'elle a réalisé avec le groupe Herbager Bio du Finistère pour rendre accessibles les connaissances et les savoir-faire de son groupe. On propose de laisser les personnes présenter l'ensemble de leur présentation et puis après, il y aura un temps d'échange. Donc, c'est le moment où vous pourrez poser toutes vos questions, soit classiquement en levant la main sur l'application et en prenant la parole, ou alors via le chat, on pourra poser les questions pour vous. On n'a pas le temps de faire un tour d'écran parce qu'on est assez nombreux, mais du coup, on vous propose juste quand même, si vous posez une question, de dire votre nom, prénom et structure pour qu'on sache quand même à qui on s'adresse. Et puis, comme vous avez pu vous en rendre compte, le webinaire est enregistré. Du coup, je laisse la parole sans plus attendre à Marine. Je te laisse te présenter, puis présenter la présentation. J'essaierai de passer les diapos au fur et à mesure. Ok, bonjour, vous m'entendez correctement?
On t'entend, ouais. Oui, ok, super. Bah, bonjour tout le monde, donc Marine Cinquin, je travaille à la Coperle. Peut-être que vous connaissez pour dire rapidement ce qu'on fait nous. Donc c'est une coopérative dans le secteur de l'emballe, historiquement vraiment très ancrée sur le territoire en accompagnement et d'élevage, donc d'éleveurs, on va dire, de porc. Aujourd'hui, ce qui se développe plus en plus du porc, c'est le bovin. Et moi, j'appartiens donc à Coperle, qui se divise en plusieurs branches. J'appartiens à la branche Coperle Nutrition. Les activités les plus connues de cette branche, c'est la transfo d'aliments, qui ont vocation à nourrir des cochons en grande partie, des bovins et des poules. Et en amont de ça, bien sûr, il faut produire des céréales en fait qui viendront ensuite faire l'objet de transfo et puis qui vont du coup nourrir les animaux, comme je le disais. Donc moi, je suis vraiment tout à l'amont et j'appartiens à la petite cellule R&D avec, on n'est pas nombreux, hein, on est à peu près 5, dans le but en fait de promouvoir les leviers agroécologiques de tout type, hein. Ça peut aller du matériel à l'implantation de couverts végétaux, optimiser la fertif, hein, on travaille vraiment sur toutes les thématiques. Et dans ce cadre, moi, j'accompagne plus spécifiquement des agriculteurs qui sont engagés dans les démarches de certification de la coopérative, à savoir qu'on a 2 certifications qui sont à l'échelle de la ferme en entier. C'est le CE2. Nous, on l'a transformé en CEC, ça veut dire Charte Environnement Coperle, parce qu'on a mis des critères cochons à valider. Parce que comme on valide une certification sur l'ensemble de la ferme, on valorise la production animale. Après, il y a la certification HVE, donc de niveau 3, j'imagine que vous connaissez. Et en parallèle de ça, il y a la démarche Envie. C'est sur quelques parcelles des agriculteurs qui cultivent des céréales sans pesticides. Donc, à la différence du bio, c'est qu'on maintient une fertilisation classique. Par contre, on utilise, comme je disais, pas de produits chimiques. Voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette petite intro pour vous présenter donc la suite. Je veux bien qu'on passe la slide peut-être. Donc, dans le cadre de la fête de l'agriculture alternative, qui est un événement, il me semble, national, on avait fait une porte ouverte chez un adhérent. Donc, c'était à Plédéiac, à côté de Lamballe. L'idée, c'était de présenter en fait la ferme dans son intégralité. Donc, il y avait vraiment tout. Mais moi, mon rôle là-dedans, c'était de promouvoir en fait les pratiques culturelles qui permettent de réduire l'usage des phytos. Donc, on a choisi la famille Hamon là parce que chez eux, ils font justement quelques hectares en envie, comme je l'ai expliqué juste avant, et ils sont certifiés HVE. Et en parallèle de ça, voilà, juste pour dire sur l'activité port, ils ont une maternité, il me semble, un peu dernier cri. Je m'y connais moins, mais c'était quand même intéressant aussi. Certains venaient pour voir cette matière et du coup, eh ben, on pouvait parler machine, désherbage mécanique, enfin ce genre de choses. Voilà, et on avait Brocéliande, donc du coup, qui permet de mettre en avant le jambon qui est produit en fait suite en fait à la nourriture sans phyto. On valorise le jambon sous la marque Brocéliande. Voilà. Du coup, nous, on ciblait, alors cet exemple-là, on ciblait vraiment donc, les adhérents de la coopérative. Donc, j'ai mis cela en premier parce que c'était plus simple, comme on faisait une com en interne, ils connaissent les démarches environnementales, ils connaissent les avantages à rejoindre ce type de démarche, ils connaissent leurs techniciens qui peuvent en parler, etc. Donc, la communication se fait plus facilement. Ensuite, il y avait les agriculteurs au sens large, puisqu'il y avait eu une petite communication. Donc, à la limite, qu'ils soient adhérents dans une autre COP ou voire qu'ils connaissent limite pas la COPER, on s'en fiche, ils pouvaient venir quand même. Et les consommateurs, puisque comme je disais, on avait un petit stand de dégustation à la porte ouverte. En termes de communication, je vais un peu me répéter, mais on avait fait un courrier donc pour les adhérents. On avait fait un petit article dans le magazine, si vous connaissez, Réussir Port. Et puis en interne, puisque c'était à destination des consommateurs et que les gens qui travaillent à la Coper sont aussi des consommateurs, du coup, on avait mis des affiches et il y en a certains qui sont venus en famille du coup à la ferme. Et alors après, au niveau de la réalisation, donc pour faire ça, là, on s'était organisé, c'est vrai que c'était assez bien organisé. On avait fait des petits pôles en fait. Donc on se garait dans la cour, on avait mis un tracteur, ça commençait par ça avec de mémoire, il y avait une rotoétrie derrière, donc pour montrer les outils de désherbage mécanique. Après, il y avait un petit tour du côté de l'élevage où on regardait par les fenêtres, parce que pour des raisons sanitaires, on ne peut pas rentrer comme ça dans les élevages. Donc on regardait par la fenêtre la matière. Et après, donc chez eux, il y a un système de track. En fait, ils vont récolter les fientes en fait, des cochons et ils séparent la phase liquide de solide. Et du coup, il y a tout un hangar où c'est stocké.
Donc, on avait vu ça et on avait aussi fini, puisqu'il fallait faire une boucle. Comme il y avait une haie sur la parcelle juste à côté, on avait fait un petit topo sur valoriser les haies, en fait. Et on avait mobilisé certains collègues. On avait fait, en fait, on attendait qu'il y avait suffisamment de personnes réunies, genre dans la cour, quoi. Et après, on faisait des petits groupes. Et chaque personne, comment on avait appelé ça? Un cerfile. Ouais, cerfile. Et du coup, en fait, on se promenait avec le groupe. Comme ça, on discutait. On avait dit de mémoire une douzaine. Et puis, du coup, on circulait comme ça dans la ferme, ce qui permettait déjà de se connaître entre nous, de poser nos questions, et puis de pas trop se bousculer et pas que ce soit trop le bazar non plus. Et ce qui était intéressant, j'ai mis parole d'expert parce que du coup, on avait réuni, moi j'étais par exemple sur le végétal, typiquement très à l'aise avec la démo de rotoétrie. Par contre, s'il y avait quelqu'un qui me posait une question sur la matière, moi, je disais, lui, il s'y connaît mieux mieux que moi en cochon. Donc, du coup, vite fait, c'était identifier un peu les experts. Et ça, c'était vraiment cool parce que du coup, on pouvait chacun apporter ses connaissances à tous les publics. Ouais, ça, c'était pour montrer qu'on avait aussi imprimé des flyers. Donc voilà, là, voilà, comme je disais, il y avait un tracteur avec, ouais, c'est bien une rotoétrie. Et puis voilà, on montrait aussi donc les cultures en vie. Là, je montre en fait les rendements qui sont certes moins hauts, mais c'était aussi par les économiques qu'on montrait ça en grand pour répondre aux questions des uns et des autres. Donc, ce que ça nous a apporté de faire ça, enfin surtout pour les visiteurs, il y avait pas mal de familles, puisque c'était un samedi, donc il y avait des gens qui tout de suite ont dit: «Ah ouais, on comprend mieux comment ça fonctionne, l'élevage de porcs», parce que ça reste assez opaque quand même. On a l'habitude d'entendre des cultures hors sol, ce genre de choses, des bâtiments, ça fait vite, entre guillemets, «un peu peur», mais là, on comprend bien le circuit des bandes et cetera. Beaucoup ont souligné aussi la complémentarité des ateliers, c'est-à-dire que tous faisaient le lien entre les cultures, ce que mange un cochon, et puis après, le stand jambon et ce qu'il en sort. Donc c'était vraiment, intéressant pour montrer que, le travail en filière, c'est vraiment, important et c'est une des forces, nous, de la coopérative. Donc ça montrait bien, nos différents métiers. Et puis pour les agriculteurs, je l'ai un petit peu dit avant, c'était vraiment bien parce que comme il y avait plusieurs personnes de chaque équipe, c'était vraiment répondre aux questions hyper spécifiques, que ce soit sur les cultures, les cochons, les machines, comme je disais, les certifications, les marges. Enfin, voilà, nous, on ne cache rien. Si on a besoin de montrer les marges, aucun souci, on va le montrer. Alors, ce qui est plus difficile dans ce type d'organisation, évidemment, c'est en amont, il faut s'organiser. Comme je disais, il y avait des chefs de file, etc. On a un peu réfléchi, faire les groupes, comment on va organiser sur la ferme. Bon, on les connaît, donc on est allé voir sur place, mais il faut quand même se déplacer 2, 3 fois avant, monter le barnum, machin, etc. Il faut bien communiquer aussi, que les gens se sentent concernés par l'invitation. Ça, c'est assez important aussi, soit que ce soit pas tourné que grand public si on veut viser tout le monde, ou que ce soit pas trop centré agriculteur si justement on veut amener des consommateurs. Et ce qui est, je pense, le plus difficile, c'est OK, on a fait ça, c'était super bien, on a discuté, machin, bon, limite, on a pris des noms. Mais ensuite, comment on fait pour valoriser tous les échanges ou toutes les rencontres qu'on a pu faire suite à ça? Donc, bon, les consommateurs, on va dire qu'on espère qu'ils vont acheter ou se renseigner ou communiquer, on va dire, entre eux, mais c'est plutôt les éleveurs, comment on essaie de les accompagner. Faut pas non plus trop leur faire peur en disant: venez chez nous». Enfin, faut accepter qu'ils travaillent d'une certaine manière, donc ça, c'est le plus dur. Et puis du coup, pour finir sur les points positifs, bon, j'espère que vous l'avez ressenti dans mon témoignage là, mais c'est que c'est hyper concret en fait de faire ça. C'est hyper ludique. Un parcours comme ça, enfin, c'est vraiment intéressant. Ceux qui venaient avec des enfants, en plus, ça aide. On avait ramené des tracteurs à pédales. Enfin, du coup, ils s'amusaient, ils posaient des questions. Donc, bon, ça fait aussi réfléchir les plus grands, on va dire. On a pu tout montrer aussi. Ça, c'était une bonne porte ouverte, vraiment de A à Z, comme je disais, des cultures jusqu'au. Bah là, j'ai mis les sachets de jambon. Donc, vraiment, c'était hyper pertinent pour tout le monde, en fait, de comprendre qu'il y a du lien entre tous les ateliers et entre tous les métiers, en fait. Et on a montré surtout que c'était possible, en fait, de produire. Donc, je parle un peu pour ma partie, mais de produire avec moins de phyto, en conservant des marges, en ayant des cochons qui se plaisent, qui sont bien nourris, enfin, qui font du GMQ, qui produisent, etc. Voilà, l'idée aussi, c'était de montrer que chez eux, il y a une nouvelle matière, ça veut dire qu'ils ont la trésorerie derrière pour investir sur des bâtiments. Donc, c'est que c'est possible, en fait, d'avoir une exploitation qui est certifiée, qui tourne correctement et qui fonctionne.
Et puis voilà, comme j'ai dit, c'était sympa parce qu'on avait mis une petite activité familiale. Du coup, c'était bien. Puis on avait eu la météo avec nous, je me rappelle ce jour-là. Donc ça, c'était un gros plus. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, ben, je répondrai à la fin, je crois, si j'ai bien compris. Mais n'hésitez pas en tout cas. Merci. Eh ben, merci à toi, Marine. Je me permets de réduire l'écran, comme ça je récupère notre, le chat et je vois s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Je sais pas si... Ouais, Pauline? Oui, moi j'avais une question parce ça fait des années qu'on fait des après-midi à la ferme grand public et il y a 6 7 ans on en avait fait en port et enfin c'était une adhérente historique et il y avait eu des remarques après sur les réseaux, sur les élevages de porcs, etc. Donc après l'éleveuse a arrêté et on ne fait plus cette production. Mais je voulais savoir, forcément, vous avez anticipé ce risque? Enfin, comment est-ce que vous avez été confronté à ça? Enfin, comment vous le gérez, quoi? Mm. Alors, bon, c'est moins ma partie, ça. Nous, on a la chance, on a une équipe communication, donc ils sont habitués à répondre à ça. Nous, on est fréquemment attaqués. Si vous avez suivi les news, vous avez dû voir les derniers jours, d'ailleurs, il y a eu des attaques. Mais bah, l'idée, en fait, c'est de montrer, hein. C'est de les faire venir. On essaye de leur dire, bah, venez voir, en fait, c'est transparent, venez. C'est un peu l'optique qu'on nous donne. Et je pense, moi, de mon point de vue, que ce type euh, de porte ouverte, ça peut faire arrêter ce genre de remarques parce que les gens vraiment ils comprennent. Après, oui, on peut avoir des remarques genre ben, pourquoi les cochons ils vont pas dehors. Euh, bon, voilà. Après, c'est des modèles qui sont choisis. Il faut assumer ses choix, je pense. On essaye de se prémunir contre ça. Vraiment, nous, c'est ouvrir nos portes, en fait. C'est montrer, filmer, etc. Dans ce jour-là, on n'avait pas eu de problème. Voilà, on essaye d'anticiper. On ne sait jamais qui va participer, mais quand je réponds pas hyper bien à la question, c'est assez dur. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de montrer, de dire, bah voilà, c'est comme ça, et ça fonctionne, et regardez, enfin, les cochons vont bien, tout se passe bien. Marine, on a aussi une question dans le chat pour toi, donc qui demande d'Odile, qui demande s'il y avait un stand spécifique sur les cultures lors de votre tour et qu'est-ce que tu avais utilisé comme outil pour les présenter? Est-ce que c'était plutôt des panneaux, des vidéos? Voilà, comment tu avais réussi à Ouais, promouvoir ton groupe finalement à ces stands de culture dans ta porte ouverte? mais du coup, j'avais demandé à Bruno de mettre son tracteur avec sa roto-étrie juste dans la cour. Donc, j'avais pas mis de panneau parce que avec le vent, c'était un peu galère. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais des flyers en fait dans ma poche, je crois, de mémoire, mais globalement, tout le travail s'est fait à l'oral à ce moment-là. Parce que vraiment, si vous faites ça, je recommande vraiment le truc de groupe en fait. Les gens, ils se sentent on va dire, accueillis dans un groupe et ils déambulent de petit stand en petit stand. Et du coup, bah, on a plus le temps de parler plutôt que de rester en statique et d'attendre que les gens se déplacent ou ils regardent un peu de loin, etc. Je sais pas, on se sent plus intégré, je trouve, là-dedans. Et du coup, non, c'était vachement à l'oral. J'avais pas de vidéo, pas du tout. J'avais juste mes petits flyers. C'était surtout pour, honnêtement, c'était pour répondre surtout aux questions économiques, parce que ça, on nous demande toujours, ouais, mais si je baisse les phytos, je fais plus de rendement, j'ai pas de marge, etc. Je dis, bah attendez, regardez, voilà. Après, sur les réglages, vous regardez la machine ou quoi, mais c'était beaucoup d'oral, ouais. Et moi, j'en ai une. Est-ce que tu as eu des retours de nouveaux adhérents qui sont venus s'associer au groupe à la suite de cette porte ouverte-là? Est-ce que tu vois des choses concrètes finalement, un nouveau groupe qui a été ouvert, de nouveaux financements que vous avez débloqués avec la COP pour pouvoir les accompagner? Alors, on n'a pas fait de nouveaux groupes. Enfin, nous, c'est un groupe qui est vivant. En fait, ce groupe d'agriculteurs qui font donc des cultures sans pesticides, il y en a qui arrêtent, il y en a qui commencent, donc il est en vie toujours, c'est toujours un seul groupe. De mémoire, après ça, il y en a eu trois quand même qui ont voulu tenter l'expérience dans le secteur. En fait, ils en avaient déjà entendu parler, mais là, ils ont vraiment visualisé, on va dire, l'accompagnement. Bah, je pense qu'ils ont vu physiquement les gens aussi. Et puis ils ont compris en fait que ça s'intégrait vraiment dans un environnement et dans une filière. Après, on n'a pas débloqué de financement, nous, en interne, puisque ça fonctionne déjà, hein. C'est une filière presque à part entière. Donc,
Donc c'était déjà bon. Nous, on est OK pour qu'il y ait des gens qui s'intègrent à tout moment, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je sais pas comment on voit les messages, mais je vois pas trop. Le clic, je pense. Ah ouais. Si je comprends bien, c'est le groupe d'agriculteurs. Non, c'était nous vraiment. Enfin, la question, c'est le groupe d'agriculteurs qui a guidé les visiteurs dans les différents stands. Bah, pas que. Il y avait moi, il y avait un autre technicien, un autre collègue. Il y avait un autre agriculteur, en effet. Je crois il était Serfil. Il y avait peut-être, si, il y avait un des responsables de la ferme. Mais il n'y avait pas que des agriculteurs, non. Morgane, je vois que tu avais une question. Oui, j'avais une petite question justement quand on parlait par groupe là, est-ce qu'il y avait un nombre maximum justement de personnes dans chaque groupe? Parce que des fois ça peut être compliqué peut-être de faire passer les messages que à l'oral quand c'est un grand groupe quoi. Donc je sais pas si vous aviez limité peut-être. Là, on se disait une personne, c'était une douzaine à peu près. Ok, Vous êtes toujours entre 10 et 15 peut-être. ok. Bah, moi, pour l'avoir fait, j'ai trouvé que c'était bien. Je pense que plus, c'est un peu beaucoup. Et bon, ce qui est un peu plus dur à gérer, c'est que forcément, dans l'après-midi, je ne me rappelle plus à quelle heure c'était, j'ai eu une bêtise, mais genre à 15h, il y avait beaucoup plus de monde, donc c'est un peu plus speed. Mais franchement, ça s'était super bien passé, hein. Ok, merci. Alors, en termes de capitalisation, qu'est-ce qui a été fait? Alors, je sais pas, enfin, je sais pas si la personne peut préciser la question de capitalisation sur quoi? Sur les messages qu'on a transmis, sur l'organisation ou... C'est comme je disais sur l'organisation, déjà, on a bien noté les choses qui ont fonctionné. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez, c'est bonjour. Odile. Oui, En ouais, fait, on c'est moi t'entend qui posais bien. la question parce que, en fait, comme le titre du webinaire, c'est organiser des événements pour capitaliser les travaux de groupe en transition agroécologique. Bah, moi, je me pose la question là de faire, enfin, il est question de faire une porte ouverte innovation sur la réduction des phytos et sur peut-être le désherbage de précision sur le secteur en 2026. Donc, du coup, moi, je suis dans cette thématique-là et en fait, l'idée, ce serait ça. Ce serait de voir comment capitaliser justement et à l'occasion d'une porte ouverte comme ça, pouvoir transmettre aussi ce qui a été fait au sein du groupe. Et donc là, en fait, je sais pas si ça répond vraiment aux thématiques enfin, la thématique du webinaire, quoi. Enfin, j'attendais vraiment des outils de Ouais. capital, enfin des choses en termes de capitalisation, quoi. Donc, c'est-à-dire pour montrer en fait ce qu'on avait fait dans le groupe et transmettre à d'autres. Comme je Oui, disais, nous ce qu'on fait, c'est, j'avais mis un petit exemple là sur le calcul des marges, mais il y a d'autres trucs, genre, je sais pas si je prends l'année dernière, celui qui a fait le plus de rendement, mettons, en blé en vie, on peut sortir son itinéraire technique, par exemple, le partager à d'autres s'ils ont des questions. C'est vraiment apporter notre expertise pour répondre aux questions précises des agriculteurs. Mais là, on était dans une dynamique, les gens venaient vers nous, en fait, posent leurs questions, etc. On venait pas forcément avec un discours tout fait. Bon, un peu, bien sûr, parce que quand on est derrière une roto-écrit, on explique ce que c'est. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je laissais les questions venir, en fait. Ou je faisais exprès de dire un truc qui suscitait une question. Et du coup, c'est comme ça que moi, j'ai capitalisé sur le groupe qui a fait des erreurs, qui a eu des réussites, ben, ça me permettait en fait de répondre aux questions des uns et des autres. C'est un truc plus dynamique, je trouve, que juste imprimer un papier et dire voilà ce qu'on a fait, voilà les résultats. Je sais pas trop si je réponds à la question. Je pense que tu réponds en partie, mais Isabelle pourra nous en reparler tout à l'heure, elle le met dans le chat. Mm. Du coup, moi, je me demandais aussi, enfin, c'est un peu la même question qu'Odile, mais c'était quelle était la place dans cette porte ouverte des résultats portés par les agriculteurs versus le reste. Et en deuxième question, je me demandais du coup, est-ce que vous évaluez combien de personnes, public agriculteurs, public non agriculteurs, vous avez eu sur la journée ou pas? Alors, la deuxième question est plus vite à répondre, donc je vais commencer par celle-là. Oui, on avait compté exactement ce qu'on demandait. J'ai plus les chiffres en tête du tout, mais je sais qu'on avait essayé de recenser ouais, ce qu'on avait eu pour avoir une indication. Et pour les résultats, ben, c'est un peu ce que je viens de dire. L'idée, c'était pas, comme on était sur tous les publics, l'idée, c'était pas d'avoir, par exemple, comme les fiches défis, trajectoires, des trucs trop difficiles à digérer, puisqu'on était un peu sur, caricaturé, mais un peu une promenade dans une ferme, quoi. Donc, c'était vraiment, c'était quand même grand public, quoi. ouais, c'était grand public. Et ce que je vais dire, c'est que c'était quasi que de l'oral quand même. Est-ce que la grille accueillante...
C'était tout le monde, hein. C'était vraiment tout le monde. Comme je disais, chacun avait son expertise de métier. Moi, s'il y avait quelqu'un qui me posait une question sur un truc hyper spécifique sur la maternité des cochons, j'ai clairement pas les compétences pour répondre à ça. Donc, j'orientais vers quelqu'un que je voyais à vue d'œil en disant, va demander à un truc si tu as une question. On a essayé quand même de faire parler les agriculteurs, parce qu'ils sont plusieurs. Il y avait un autre d'une autre ferme même qui est venu pour guider. Donc, c'était vraiment tout le monde. L'idée, c'est de mettre en avant tous les métiers et la filière vraiment de A à Z. Je propose de prendre encore une question d'Anaïs et puis après on passera à Isabelle pour laisser aussi le temps sur sa présentation. Merci. Je voulais savoir si vous avez une idée du temps qu'il a fallu pour organiser tout ça, parce que ça me paraît quand même assez conséquent. Donc voilà, merci. Alors, je vais pas répondre de manière très précise. De mémoire, moi, j'étais allée 3 fois, parce qu'il a fallu on avait pris un petit plan. Donc déjà, faut se dire, bon, on va faire ça comme ça, ce stand-là. Après, j'avais été voir avec les gars comment on pouvait faire sur la cour, etc. Et le plus long, c'était avant le temps de monter le barnum, etc. On avait bien passé la veille de mémoire, on avait même pique-niqué ensemble. Donc, on avait bien passé une demi-journée, je pense, à préparer. Plus après, la journée, ça prend la journée entière. Donc, ouais, il y a bien, au minimum, en comptant la porte ouverte, 2 bons jours, voire 2 jours et demi. Hein. Préparé. Mais comme je dis, on n'avait pas préparé de support spécifique là, par contre. On a fait avec ce qu'on avait déjà. Ok, merci Marine. S'il y a du temps à la fin du webinaire, on pourra revenir aussi s'il y a d'autres questions sur ta présentation. J'espère que j'ai répondu à tout, n'hésitez pas en tout cas. Du coup, la deuxième intervention, c'est Isabelle Paillet, du coup, sur la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je te laisse te présenter et puis je passerai les diapos si tu veux. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle Paillet, comme Paillet les vaches. Donc, il y a un i de trop à mon nom. C'est pas grave, hein, mais voilà. Enfin, je corrige. C'est facile de s'en rappeler pourtant quand on pense aux vaches. Voilà. Donc, quand on m'a proposé de témoigner sur mon expérience, je me suis dit que c'était rigolo de capitaliser sur la capitalisation, en fait. J'ai trouvé que le paradoxe était assez sympa. Et donc, pour moi, en fait, capitaliser lors d'une action, c'est vraiment essayer de rendre accessibles les connaissances et les savoir-faire. Parce qu'il y a plein de choses qui se discutent à l'intérieur d'un groupe. Et en fait, le challenge, c'est de réussir à ce que ça se répande parmi d'autres groupes, dans d'autres fermes, etc. Donc, je vais vous parler d'un groupe, si tu veux bien passer à la diapo suivante, avec lequel j'ai une longue histoire en commun. J'ai commencé l'histoire en 2009 parce que j'aurais pu commencer en 2000, mais j'ai dit 2009. On est parti avec des membres du groupe en Angleterre pendant 3 jours. On a fait un voyage d'études là-bas où ils ont eu vraiment, entre guillemets, le coup de cœur pour les systèmes qu'on avait vus là-bas basés sur beaucoup de pâturage. Et en rentrant dans le bateau, ils nous ont dit on va aller plus loin. Alors je me suis dit plus loin, on va creuser les sujets. Voilà, non, ils voulaient aller plus loin de manière très patrick en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Donc en fait, on est parti 15 jours en Nouvelle-Zélande ensemble, avec un groupe qui s'était étoffé entre les deux voyages. Ensuite, en 2015, on a eu l'opportunité de mettre en place un groupe GI2E et également qui a bénéficié aussi du label AEP de la région Bretagne. Donc là, c'était un groupe qu'on a appelé Explorons la diversité, où on a travaillé sur des sujets très techniques et très impactants pour la ferme. Impactant au niveau économique, mais aussi impactant au niveau du travail, etc. Donc le principe, en gros, c'est avoir des vélages groupés de printemps pour faire coïncider le besoin des animaux à la dynamique de pousse de l'herbe. Et pour ça, sélectionner et adapter des conduites d'élevage. Donc on a fait du croisement de races
pour avoir des animaux mieux adaptés, plus fertiles. On a utilisé des vaches nourrices, on a fait de la monotraite. Et tout ça, ça a donc des conséquences très fortes sur le fonctionnement de l'élevage et puis sur les résultats économiques. Donc, moi, je me dis que ça a été aussi ma force, c'est de travailler sur un sujet très global avec eux et très impactant parce que on n'est pas sur une petite technique à la marge, ça a été plus facile de les fédérer sur cette base-là. On avait des résultats qui étaient innovants en France et même en Europe. Et donc, on a eu beaucoup de questionnements de l'extérieur qui sont intervenus à ce moment-là. Pendant le Covid, on a reçu le trophée de l'agroécologie pour notre démarche de groupe. Donc ça a aussi reboosté un peu les énergies. Ils se sont dit, ah ouais, on est reconnu même au niveau de l'État, c'était assez sympa. Et donc ensuite, on est parti sur un autre groupe, là encore avec des chamboulements et une augmentation du nombre d'exploitations dans le groupe. Là maintenant, on est 36 en ce moment et on a notre GI2E, il s'appelait Inventons notre système herbager pour demain. Et on a travaillé, on va résumer, sur les conditions d'installation en système bio-herbager, en prenant en compte tous les aspects, la transmission, les coûts de la reprise, le niveau de formation qu'il fallait, la technique, etc. Donc un gros travail pendant 3 ans et demi à nouveau sur ce sujet-là. Depuis, on a un petit peu séparé les choses en deux. Il y a un groupe de développement qui continue à fonctionner sur les mêmes bases que le groupe AEP et le groupe GI2E. Et on a une partie du groupe qui s'est focalisée sur une action très précise, cette fois-ci une thématique très précise, qui est le pâturage hivernal, qui regroupe 15 fermes. Donc vous voyez, c'est toute une logique assez longue de travail en commun avec des gens très motivés. Pour rentrer dans ce groupe-là, en fait, la condition, c'est de demander au moins 3 fois. Ça, ils le savent pas. Et quand on voit qu'il y a une motivation, en fait, et qu'ils vraiment demandent à intégrer le groupe, eh ben, on les invite à venir essayer, voir si ça leur convient. Voilà pour ce petite chose, mais je pense que c'était important de vous préciser l'état d'esprit du groupe. Donc, en fait, la chose très forte, et je me suis rendu compte que pour quasi l'intégralité des membres du groupe, c'est une belle rencontre qui a été le fait que germe la volonté de changer, de mettre en place différentes techniques, de s'adapter et tout ça. Donc moi, il y a des gens qui m'ont dit je t'ai rencontré à cette porte ouverte-là, à cette rencontre-là, à cette conférence, et en fait, ça a changé ma vie. Donc c'est vraiment très fort en fait comme action. On a même eu depuis, avec le groupe, on a été nous faire des voyages d'études ailleurs, visiter des fermes. Ils nous ont dit, c'est quand on est venu dans le Finistère, nous en voyage d'études, que ça a changé notre vie. Et je trouve que c'est chouette de voir qu'on peut avoir beaucoup d'impact en fait dans les actions de ce type-là. Donc moi, ce que je note dans mon groupe, c'est une forte volonté des membres de communiquer, de garder les portes ouvertes, mais sous plein de formes en fait, avec de nombreuses rencontres en interne et en externe. Ça, c'était vraiment important. C'est aussi important que tous les éleveurs et éleveuses de mon groupe soient mobilisés et ont tous participé à des actions de communication. C'est pas 2 leaders qui accaparent l'ensemble de la communication. C'est vraiment chaque membre du groupe met sa pierre à l'édifice. Alors, il y a toujours des gens qui sont un peu plus exposés que d'autres, parce que des fois, au niveau localisation, ils sont tout à côté de Quimper, ou voilà, mais en tout cas, ils ont tous participé à des actions de communication. Les formats de ces rencontres-là, ça peut être très varié, en fait. Il y a plein de façons de communiquer. Tout à l'heure, on nous a parlé d'une communication que moi, je trouve assez grand public.
où on mélange des profils agriculteurs et puis le grand public. Donc nous, on a eu des interventions dans des conférences, par exemple des conférences au SPACE, où le groupe venait témoigner. Ou alors, quand je dis le groupe, c'est un éleveur, souvent un ou deux éleveurs qui portent aussi le travail de tout le groupe. Parfois, c'était des rencontres sur la ferme où c'est un éleveur qui témoigne et les membres du groupe qui rajoutent des informations, qui complètent les expériences. Parfois, c'est vraiment seulement un éleveur chez lui qui utilise les résultats de ce qu'il a appris. Enfin, on peut avoir plein de formats différents pour communiquer. Et en fait, il faut savoir saisir toutes ces opportunités-là. On a fait des actions envers plein de publics. Donc, un premier public, c'est un public agriculteur. Et en gros, on fait une action de communication, mais on ne sait pas qui va venir. C'est vraiment ce qu'on appelle la porte ouverte ou le rendez-vous technique. Les gens sont invités, ils viennent, mais on ne sait pas a priori qui ils sont. Après, on peut avoir des groupes d'agriculteurs. Donc nous, on a eu deux types de groupes d'agriculteurs qui se sont déplacés. On a eu des groupes d'agriculteurs qui étaient motivés par la thématique et qui venaient sur une ferme du groupe ou sur plusieurs fermes du groupe se former ou échanger. Donc ça, c'est, je dirais, un public entre guillemets assez facile parce que on sait ce qu'ils viennent chercher. On a d'autres fois eu des groupes d'agriculteurs, mais qui étaient eux-mêmes, on leur avait proposé de choisir quelques thématiques, mais ils n'étaient pas a priori sensibilisés à celle-là. Je pense à un forum ça s'appelait le forum des groupes. Donc en fait, c'était différents groupes qui venaient d'un peu partout en France. Et ils avaient un itinéraire en Bretagne et puis ils arrivaient chez nous, dans notre groupe. Et on devait leur parler de notre façon de faire un peu bizarre. En tout cas, différente du standard en production laitière. Pour certains, parler de monotraite à des gens qui sont pas prêts, ça peut être un petit peu difficile. Donc on a eu ça comme public, on a eu des publics d'étudiants, des classes d'étudiants. Donc ça, c'est aussi un public différent. On a eu des politiques. Donc on a eu le vice-président de la région Bretagne, on a eu plusieurs députés, des maires, des conseillers généraux et le ministre de l'Agriculture. Donc ça, c'était notre petit succès. Pour expliquer des choses, on a eu beaucoup de contacts avec des chercheurs et même des chercheurs qui sont venus chercher des informations dans le groupe pour mettre en place leur protocole d'essai et tout ça. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que la recherche, c'est pas de la recherche descendante quand on fait ça, c'est de la recherche qui monte du terrain. C'était super intéressant. Il y a aussi eu des actions au grand public. Donc, c'est pour dire que les publics ils peuvent être super variés, mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est comment dire, toujours cet échange, la notion de rencontre, c'est ça qui fait vraiment la force des portes ouvertes ou en tout cas de la capitalisation dans ce sens-là. L'intervenante tout à l'heure, elle disait que c'était très oral et effectivement c'est vraiment oral et visuel ce moment de rencontre. Pour vous dire, moi, j'imagine des techniques, c'est la monotraite. Donc faire une porte ouverte sur la monotraite, ils viennent voir des gens qui font de la monotraite. Ok, ils viennent voir la monotraite. Justement, la monotraite, par essence, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Donc en fait, il n'y a rien à voir normalement. Mais pourtant, c'est ce qui porte, c'est d'être dans la ferme où ils font de la monotraite. C'est pas pareil que d'être dans une salle où un éleveur vient témoigner qu'il fait de la monotraite. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ça porte plus. Donc après, notre public, il venait aussi des 4 coins du monde. Donc il est venu du Finistère. Après, il y a eu la Bretagne. Il y a plein de régions en France.
l'Europe. Et puis après, il y a aussi, même plus loin, il y a des gens qui sont venus des autres continents dans le groupe au cours des 7 ans là, que j'ai montré. Donc, je pense qu'il y a plein de façons de faire. Je vais bien passer à la diapo d'après. Donc ça, c'est juste le premier groupe agroécologique. Là, on avait fait 130 articles, 70 visites de groupe et 760 visiteurs. Si on passe là, le diapo d'après, on a continué. On était bien parti sur notre lancée. Puis en 3 ans et demi, on a fait un petit peu plus de participants, 1200 visiteurs, 69 visites, 150 articles dans la presse spécialisée ou scientifique. Voilà. Vous voyez que sur les 2 diapos, il y a un truc que j'ai noté, c'est les voyages d'études. Et c'est une super façon de capitaliser le voyage d'études, parce qu'en fait, pendant quelques temps, les agriculteurs du groupe, ils sont extraits de leurs habitudes, de leur train-train, leur esprit s'ouvre en fait. Ils n'ont pas de contraintes horaires, etc. Et c'est vraiment amusant de voir à quel point c'est ce qui déclenche les changements. Moi, je vous ai parlé dans l'historique tout à l'heure des 2 voyages en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. 15 ans plus tard, on en parle encore de ces voyages-là. Ça a été vraiment des déclics. Voilà, donc ça c'est important. Donc, j'ai essayé de récapituler ma vision que je pouvais avoir pour les portes ouvertes. Donc déjà, moi j'ai énormément de chance. C'est que si j'ai besoin d'accueillir un groupe la semaine prochaine, j'ai au maximum 2 coups de fil à passer. J'ai jamais eu le 3e à faire. En général, le premier, c'est bon. Le 2e, c'est vraiment si il y avait une opération ou un rendez-vous chez le médecin qui était prévu. Mais j'ai jamais eu à passer le 3e. Ils sont tout le temps volontaires pour y aller. Donc ça, c'est super. C'est vraiment super facile pour moi là-dessus. Donc ensuite, c'est bien définir qui accueille. Est-ce que c'est les exploitants sur leur ferme ou est-ce que c'est le groupe sur un support d'une ferme de leur groupe? Ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que dans un cas, on va axer beaucoup sur le témoignage des exploitants et sinon, ça va être le témoignage des exploitants appuyé par les autres membres. Et ça, c'est pas tout à fait la même organisation, mais les 2 se font très bien. Il faut connaître aussi le public le public que l'on cible. Le plus facile, c'est quand c'est un groupe qui vient et dont on connaît le contour et les attentes. C'est comme ça on peut vraiment adapter le message. Quand c'est des portes ouvertes grand public, ben, il faut accepter de simplifier un peu des fois des contraintes. Et quand c'est des agriculteurs tout venant, on ne sait pas combien ils vont être, dans quel état d'esprit ils sont, donc il faut juste être prêt. Pour tout ce qui est communication, je sais que dans plusieurs de vos cas, vous avez en fait mis dans vos projets de groupe une porte ouverte pour faire connaître vos travaux au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien, mais je pense que c'est très difficile de créer une porte ouverte, un événement à partir de rien. Moi, je préfère m'appuyer quand c'est une porte ouverte sur des temps qui sont déjà prévus pour ça. Donc moi, dans le réseau dans lequel je suis, c'est la Chambre d'agriculture, donc ça peut être nos portes ouvertes innovation, ça peut être notre semaine de la bio, où on a des rendez-vous techniques qui s'adaptent. Donc ça, c'est vraiment bien en fait comme système. Pour moi, ça me simplifie toute la phase de communication.
comme j'ai écrit déjà beaucoup de choses, beaucoup d'articles et tout ça, ben, si en plus il faut que je m'engage dans ça, j'en suis ça passera pas en termes de temps. Et ça simplifie aussi beaucoup la logistique. Donc, pour des portes ouvertes aux agriculteurs, mais tout venant, je suis un peu dur en disant ça, mais voilà, qu'on ne connaît pas, je pense que s'appuyer sur des actions qui existent déjà au sein du réseau, ou peut-être au sein de, si on faisait une semaine des collectifs agroécologiques, ben, ça serait le moment quoi, d'y aller franchement à ce moment-là. Et je pense qu'il faut quand même cibler une technique un peu précise quand on fait une porte ouverte avec quand on connaît pas les attentes du grand public. Donc moi je dirais on peut faire des portes ouvertes dans mon cas sur les vaches nourrices, sur la gestion du pâturage, sur la monotraite. Parce que expliquer juste en une seule fois lors d'une porte ouverte toute la complexité du système, eh ben c'est un peu chaud quoi. Et donc pour moi, et ça j'en suis intimement convaincue, quand on me demande après une porte ouverte, t'as fait combien? Vous avez dû déjà voir la question les uns les autres. Eh ben pour moi, t'as fait combien? C'est le nombre de personnes que j'ai réussi à faire bouger dans leur tête et à faire changer. C'est pas le nombre de participants. Ça veut rien dire en fait un nombre de participants. Une porte ouverte peut être réussie s'il y a 8 personnes qui se sont déplacées. Et elle peut être ratée s'il y en a 500. Ça a vraiment rien à voir en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui compte dans cette capitalisation, c'est que ça essaime, que ça germe dans les têtes et que ça fasse changer les gens. Et ce matin, quand j'ai préparé mon diaporama un peu à l'arrache, je me suis dit que c'était ça le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Merci Isabelle. C'était pas très synthétique, mais bon. C'est pas grave. C'est un exercice. Il y a Anaïs qui a déjà une question. Oui, sur justement ce que tu viens de dire, le nombre de personnes que tu as réussi à faire bouger, comment tu arrives à l'estimer ça? Tu retournes vers les gens ensuite ou c'est uniquement ceux qui ont eu le déclic au point de vouloir rejoindre le groupe? Là, tu peux forcément le savoir, mais Ouais, donc je me demandais. les gens qui veulent rejoindre le groupe, ça c'est déjà un élément. Il y a aussi en général, quand ça bouge dans la tête des gens au point qu'ils aient envie de changer, ben tu les retrouves derrière. Ils te le disent, hein. Tu as des informations. Quand on est parti en 2009, le nombre de systèmes laitiers en village groupé de printemps, avec des vaches nourrices et tout ça, ils étaient tous dans le Finistère. Et ils n'étaient pas très nombreux, je les connaissais tous. Et puis en fait, maintenant je me rends compte qu'il y en a en Normandie, qu'il y en a dans les Pays de Loire, qu'il y en a en Ille-et-Vilaine. Et tous ces gens-là, en fait, à un moment, ils ont chopé les informations de ce groupe-là. Et finalement, des gens qu'on a mis en mouvement, c'est assez impressionnant. La monotraite, vous n'en entendiez pas parler il y a quelques années. Maintenant, il y a plein de jeunes qui s'installent en monotraite. Et ils s'installent en monotraite à un moment parce que des gens comme ça, ils ont essayé, que ça a essaimé, et puis maintenant, c'est un truc qui est devenu possible. Les vaches nourrices en France, il n'y en avait pas. Il y en avait pas avant qu'on aille en Angleterre en 2009. Enfin, quand je dis il n'y en avait pas, il y en avait très peu. Il y avait parfois des veaux qui restaient avec leur mère, mais vraiment des nourrices, il y en avait très peu. Et en fait, maintenant, ça se développe en France. Alors, ça reste marginal hein, comme technique. J'ai pas non plus. Mais en fait, d'une infime petite niche, on est passé à un petit chenil. Et puis, dans quelques temps, ben, peut-être que le petit chenil va devenir un chenil. Et puis, il en restera là parce qu'il y aura assez de gens qui auront adopté la technique. Mais c'est vraiment, on sent qu'à un moment dans l'innovation,
j'ai aussi eu de la chance de trouver un groupe qui avait envie d'innover et puis de pouvoir l'accompagner dans le temps. Et c'est vrai que justement, ce qu'a proposé la région, ce qu'a proposé l'État en mettant en place les GI2E, ça nous a permis de faire ça. Ça nous a donné des moyens pour justement capitaliser, donner des moyens de temps humains qui ont permis d'avancer, quoi. Donc c'est vrai que l'indicateur de savoir qui a été mis en mouvement, il n'est pas immédiat, il est sur le long terme, mais c'est euh, c'est assez impressionnant, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Odile, là, par rapport à tes questionnements aussi sur l'organisation d'une porte ouverte, une action? Non, pas spécialement. Je me dis que effectivement, il faut que, en fait, le groupe peut-être s'approprie l'événement et décide de ce qui doit être présenté ou proposé, quoi. Mm. Et après D'ailleurs, qu'on crée nos outils, peut-être. Je pense que c'est plus difficile de faire des actions sur des thématiques qui sont moins impactantes pour la ferme. Par exemple, pour des producteurs de lait qui ont 5 hectares de céréales, c'est vrai que ça va être beaucoup plus difficile de mobiliser parce que c'est peu impactant c'est peu Le impactant revenu, bah oui. sur leur exploitation en termes de travail, en termes de résultats et tout ça. Quand c'est vraiment des sujets qui ont un fort impact, là on peut avoir des mobilisations aussi qui sont plus importantes. Mais je pense que dans une porte ouverte innovation, réussir à faire des ateliers qui sont organisés par des membres du groupe eux-mêmes, comme on fait souvent dans une porte ouverte innovation, on fait différents ateliers. Et bien qu'il y ait un atelier sur la conduite des cultures ou de la réduction des herbicides ou n'importe quoi, mais qui soit animé par les exploitants, c'est, ça a beaucoup plus d'impact que Bien si sûr, bah oui. c'est le conseiller de la chambre ou de n'importe quelle structure qui explique. Mais oui, bien sûr. Karine? Oui, alors moi, c'est pas du tout une question, c'est une remarque que je me fais. Je m'excuse, j'ai peut-être loupé quelques minutes. Du coup, ça a peut-être été évoqué, mais là, ce que j'ai l'impression, c'est que le changement, il est vraiment à très long terme et que là, nous, on est sur des paliers de 3 ans, que ce soit J2E comme groupe 30 000. Et là, je me dis que le renouvellement des groupes, il a vraiment du sens au final. Parce que ça permet quand même d'affiner, de perdurer, de. En fait, quand on travaille euh, en agriculture, on travaille sur des temps longs. Moi, j'avais un exemple, c'est le croisement de races. Donc, dans notre premier groupe, on a fait une évaluation du croisement de races. Mais heureusement qu'ils avaient commencé à croiser leurs animaux en 2009, quand nous, on a commencé en 2015. Parce qu'on commençait à avoir des animaux croisés dans les fermes. Parce que sinon, on aurait eu le temps d'inséminer 9 mois plus tard, la petite génisse croisée naît, 2 ans après, Ah ouais, elle mais devient une sinon, tu vache. leur envoies. T'as pas eu de réponse à quelle heure c'était? Sinon, t'envoies un mail pour savoir à quelle Pauline, heure c'est. Pauline, Bah, Pauline, il faut que tu coupes ton Je micro. pensais qu'il t'avait répondu directement, moi. Pauline. C'est bon. voilà. Mais ça, c'est vraiment important. On travaille sur des temps tellement longs pour avoir des impacts. C'est tellement long qu'effectivement, il faut du temps. Et je pense que je connais moins les phytos, hein. Je suis conseillère bio en plus, donc je suis pas très douée en phyto. Mais c'est pareil, les changements, ils mettent du temps, ils mettent du temps à se faire. Sur une campagne, d'abord, on commence par faire des tests sur quelques surfaces, puis on étend, on consolide, etc. Donc, il faut vraiment du temps. Il faut vraiment du temps. Très bien, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Moi, je me demandais quand même, quand tu disais que tu n'avais qu'un ou deux coups de fil à passer pour réussir à trouver l'exploitant, cette motivation, est-ce qu'elle naît aussi en fait de la connaissance et de la confiance que tu crées dans ce groupe en fait? Ben, sans doute, ouais. Ouais, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Après, dans le groupe, il y a des gens qui sont partis en retraite. Euh, et certains repreneurs sont venus dans le groupe. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont rentrés. C'est vrai que les échanges, ils sont super riches. Hier, on avait une réunion de groupe. Ben, ils sont 25 présents, quoi. Et je fais pas de relance plus que ça. Et là-dessus, j'ai aucun problème avec ce groupe-là, aucun problème. Par contre, ils sont pas d'accord de couper le groupe en deux pour que ce soit moins lourd à gérer. Il faut ils ont besoin d'être tous ensemble en fait. Ok. Moi, j'avais Anne, je vois que tu as une question. Oui, voilà. J'avais une petite question complémentaire. Quand on parle de capitalisation, de transfert, d'essaimé, etc. Alors peut-être que j'ai pas été complètement attentive, Isabelle, mais est-ce que vous avez conduit des actions vers des publics tels que les jeunes en formation ou avec des enseignants, et peut-être aussi quelle relation tu as avec les autres partenaires des exploitations avec lesquelles tu travailles, parce que voilà, comment tu appréhendes d'un côté les autres structures ou partenaires de l'exploitation, comment tu travailles avec eux, et est-ce que voilà, il y a des actions ou pas qui sont conduites à destination des jeunes en formation, si tu as Donc peut-être un petit retour d'expérience. Ouais, il y a eu différentes modalités. Moi, j'ai pu intervenir sur des thématiques du groupe dans des classes, en fait, où j'explique la théorie, et puis ensuite je m'appuie sur l'expérience du groupe pour compléter les informations. Donc ça, c'est plus une intervention au milieu scolaire. Après, il y a plusieurs membres du groupe qui ont accueilli des écoles de niveau Bac Pro, BTS, etc., même école d'ingé. Donc ça, c'est assez fréquent dans les rencontres qu'on a pu avoir. Donc voilà. Sur les autres partenaires à l'échelle de l'exploitation des membres du groupe, j'en ai pas. Spécialement, voilà, je sais, ils sont répartis sur tout le département du Finistère, voire un peu sur le 22 et le 56. Je pourrais pas connaître tous les inséminateurs, tous les comptables, etc. Donc, ouais, je connais mon territoire, mais pas spécifiquement les partenaires du groupe. Par contre, j'hésite pas à travailler avec tous les réseaux. Donc, en fait, en Bretagne, ben, je travaille régulièrement avec les CIVAM, avec les GAB, avec d'autres partenaires. Et pareil quand c'est en France, ça peut être des chambres d'agriculture, mais c'est aussi les autres réseaux, quoi. C'est très ouvert dans ma façon de faire. Il n'y a pas de limite, en fait. Merci Isabelle. On prend une dernière question et puis après on clôturera. Nolwenn. Oui, bonjour, Nolwenn Le Gac du syndicat de bassin versant de l'Elorn. Alors moi, c'était pour compléter le propos d'Isabelle Paillet, que je connais pas personnellement, mais par contre, je travaille avec plusieurs exploitants qui sont dans son groupe. Et pour le coup, ce sont les agriculteurs du groupe qui nous sollicitent pour intervenir auprès des étudiants qu'ils accueillent sur les thématiques de la qualité de l'eau, du bocage, etc., quoi. Donc, il y a des liens qui se font via les agriculteurs du groupe. Ouais, super. Merci pour le complément. Merci beaucoup pour vos deux interventions.
Il nous reste 2 petites diapos de fin pour boucler, mais merci, c'était très riche. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi a posteriori par mail à Isabelle ou Marine sur les sujets. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que donc avec la Catae, tous ces acteurs têtes de réseau, on a quand même, on a aussi un site qui regroupe toutes ces initiatives-là, que ça soit des fiches techniques, les webinaires qu'on propose, les actualités aussi d'appel à projets et autres. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le noter parce qu'il est quand même riche d'informations et de compléments. Et il y a d'ailleurs toute une rubrique sur vraiment la capitalisation et des fiches techniques. Donc là, c'est l'exemple sur la biodiversité, mais il y a différents aussi autres thématiques pour vous montrer ce que d'autres groupes ont pu faire et comment justement ils ont réussi à valoriser leurs travaux et ce qu'ils ont pu mettre en place. Donc ça peut être une source aussi une source d'information et d'intérêt pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Et on vous rappelle du coup le prochain rendez-vous qui aura lieu le 6 mars pour ce cycle de webinaires sur la capitalisation avec, comme l'a dit Mathilde en intro, des supports de communication et de diffusion un peu plus originaux tels que des expos photos. On fait aussi appel à vos idées. Si jamais vous avez d'autres idées ou si vous souhaitez traiter certains sujets spécifiquement sur les webinaires ou si vous souhaitez nous faire partager un retour d'expérience, n'hésitez pas à nous solliciter avec Mathilde. On est vraiment là pour essayer de répondre à vos besoins et à vos envies. Donc voilà, on reste disponible. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière remarque ou quoi? Sinon, on peut s'en arrêter là. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Comme c'est enregistré, on essaiera de vous fournir le montage pour ceux qui le souhaitent. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci.